Alors, je vais vous présenter les personnes qui se trouvent autour de moi. Je vais peut-être simplement le faire par ordre de droite à gauche, avec Marie German-Gouzou. Vous êtes doctorante en sciences politiques, consultante également en participation citoyenne. Vous nous expliquerez. Laurence Boffet, vous êtes vice-présidente de la métropole en charge de la politique de concertation et de la participation citoyenne. Valérie Talby, vous êtes adjointe au maire. Vous êtes notamment déléguée sur ces questions. On en parlera tout à l'heure aussi avec vous. Et Joris Darfin, Agora d'Azibao, vous nous présenterez. C'est une association, hein, c'est ça ? Réseau national, mais qui reste associatif. Pardon, j'ai une double casquette. Agora d'Azibao, c'est ma structure privée d'éducation populaire. Voilà. Et je représente aussi le Réseau national des conseils de quartier, qui est une association loi 1901. Alors, je vais peut-être laisser Valérie Talby ouvrir cette table ronde et peut-être nous expliquer ce qui vous a motivé et pourquoi est-ce que vous avez organisé cet échange ce soir. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Voilà. Alors, j'aimerais d'abord commencer par expliquer que les conseils de quartier, ils sont mis en place quand même à Vénissieux depuis 1989. Donc, ça fait 34 ans. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est en place depuis un certain nombre d'années. Et donc, sur Vénissieux, nous avons 13 conseils de quartier. 13 conseils de quartier, nous avons des délégués. Des délégués, on en a 139 délégués, hommes et femmes, et donc qui ont été élus par la population. On a 4 adjointes qui sont ici présentes. Samira, si tu peux te présenter, voilà. Samira, on a aussi Patricia, Souad, qui sont aussi là. Voilà. Voilà, on est donc 4 adjointes. Il y en a qui sont en plus présidentes d'un quartier. On a aussi un pôle à la ville, on a un pôle de quartier où les gens peuvent aller demander des choses, chercher des affiches. Voilà. Et on a aussi, de tout ça, on a donc les conseils de quartier, on a une fois par mois une réunion avec les délégués et les habitants. Donc les habitants viennent, on fait un compte-rendu, on a des réponses aux questions qui sont posées. Et les réponses, on ne les a pas tous les mois. Voilà, des fois ça peut sauter 1 mois, 2 mois, mais on a des réponses qui se font à ces comptes-rendus. Voilà, les gens viennent avec une envie, avec des fois des soucis, mais le dialogue, il est ouvert. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Et après, on a une AG une fois par an, où là, il y a Madame le maire qui est présente, où on a les délégués, on a les adjoints, on a les services qui sont présents à ce moment-là, donc tout ce qui est les bailleurs, voilà, donc les gens viennent à cette réunion une fois par an. Et par rapport à ça, après, on a aussi une fête de quartier une fois dans l'année. Cette année, on en a eu 7. On a des quartiers qui se sont regroupés. Les habitants attendent ça avec beaucoup de plaisir. On travaille beaucoup avec les associations de chaque quartier. Et ça, c'est important parce qu'elles aussi attendent beaucoup de ça. Et donc, pour moi, vous me posiez la question, les conseils de quartier, pour moi, c'est... Je ne sais pas si ça se dit, mais ça serait la vitrine de la ville. Parce que les gens viennent, c'est là où on touche vraiment les personnes. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment plu quand j'ai eu cette délégation, quand Madame le maire m'a donné cette délégation. Je ne savais pas ce que c'était vraiment, et quand je m'y suis mis, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était fort intéressant. Parce qu'on est vraiment au cœur de la population, on est avec les habitants. Voilà. Ce sont toutes les informations qui remontent des cœurs de quartier. Oui, presque. Comment ? Ce sont toutes les informations... Voilà, qui remontent des conseils de quartier, qu'après... Alors,
y a deux choses après où c'est... Alors, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est l'incivilité, la sécurité, c'est la propreté, voilà, tout ça. On a aussi, la ville a mis en place quelque chose qui est très important aussi, c'est comment ça s'appelle, le CLIC et Tout de Go qui est mis en place par la métropole. Voilà. Ça, c'est des choses que les gens ont bien pris l'habitude maintenant. C'est quelque chose qui est assez facile. Ils voient quelque chose dans la rue, ils prennent une photo ou ils le signalent avec le nom de la rue et c'est débarrassé très vite. Voilà, c'est des petites choses qui ont été mises en place par la métropole et par la ville où ça devient très intéressant. Alors, vous allez parler des délégués de quartier. Oui. Je crois qu'il y a un petit film qui illustre le travail des délégués de quartier. Ce serait peut-être bien... Leur motivation. Et leur motivation. On va démarrer par ça, parce que ça me permettra ensuite d'enchaîner avec vous, justement, sur l'impact et sur le rôle des conseils de quartier. On regarde le film. C'est un lieu où on se retrouve avec les habitants du quartier pour discuter de toutes les questions relatives à la vie des habitants dans le quartier. C'est la proximité avec les habitants, c'est-à-dire qu'on fait le lien en fait entre les services de la ville, les élus et les habitants. C'est aussi arriver à construire des choses en commun sur le quartier, organiser les fêtes de quartier. Les fêtes de quartier, l'organisation et le choix des activités se fait également avec le conseil de quartier. Cette année, ça s'est très bien passé. Et puis, on a eu des remontées positives, les enfants étaient contents, les parents également. Ça permet de créer du lien entre les habitants, que les habitants se rencontrent entre les quartiers, qu'ils voient, ils rencontrent aussi les élus à ces moments-là qui viennent aussi participer. Donc c'est très important pour le bien-être des habitants. Mon rôle, on va dire, je suis un connecteur. Je connecte les personnes. Non, mais derrière le centre commercial, on est mis je sais pas combien de temps à faire... Alors, c'est une réunion où on parle des différentes problématiques qui sont dans le quartier. C'est la permanence, voilà. C'est la permanence entre les délégués et les habitants. On fait une réunion une fois par mois et on demande à ces gens-là ce qui se passe dans le quartier. Et on a fait la synthèse. Un qui dit il y a ci, il y a ça dépend. Pour essayer d'améliorer. J'essaye de participer autant que possible à ces réunions parce que j'estime c'est important. C'est un peu une question de citoyenneté aussi. Quand je rencontre des gens, je leur demande s'ils vivent dans le quartier, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils voudraient voir améliorer. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de gens qui rentrent avec les voitures et qui font, comme tu dis, le drive. Donc aujourd'hui, nous avons fait la visite de la résidence Viviani en partenariat avec le bailleur Aliade à la demande des habitants. Il y a plusieurs problématiques dans leur résidence de stationnement, des abords, des espaces verts. C'est très important pour le bien-être des habitants qu'ils se sentent entendus, écoutés et qu'on puisse répondre à leurs demandes dans la mesure du possible. C'est un espace qui pose beaucoup de problèmes aux habitants parce qu'il y a des dépôts sauvages. Alors l'Assemblée Générale, on a beaucoup plus d'habitants. Alors l'Assemblée Générale, c'est un moment de revenir sur tout ce qui s'est fait sur l'année dans le quartier, en lien justement avec les permanences du conseil de quartier qui sont mensuelles. Et c'est le moment de rencontrer également les élus, de poser des questions aux élus directement. Quand je suis rentré dans ces conseils de quartier, je regardais ça d'un œil un petit peu, pas amusé, mais... Et finalement, je me suis aperçu qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Je sais très bien que tous les problèmes ne peuvent pas être réglés du jour au lendemain. Ça, on le sait. C'est pas parce qu'on va signaler il y a quelque chose qui ne va pas, le lendemain, ça y est, c'est réparé, quoi. Et le conseil de quartier, ça peut être aussi un moyen pour que les gens se connaissent et qu'ils vivent ensemble. Donner envie à d'autres personnes d'être délégués de quartier, s'investir, parce que on ne peut pas se plaindre sans s'investir. Alors, on voulait vous présenter ce film, ces témoignages en début. Vous pouvez les applaudir, bien sûr, vous avez tout à fait raison de les applaudir, tous les participants qui ont accepté de tourner et de prêter leur image, et en plus qui parlent fort bien.
la participation citoyenne, elle démarre là, c'est-à-dire elle démarre au cœur des quartiers, et c'est cette remontée d'informations qui se fait. C'est la vie quotidienne avec tous les problèmes, pas que les problèmes, d'ailleurs aussi les améliorations, tous les axes d'amélioration que vous pouvez trouver. Il y a un mot que j'ai beaucoup aimé qui a été dit par une dame, c'est le mot de connexion. C'est aussi un moyen de connecter les gens entre eux. Voilà. Et pour les élus aussi, le moyen de pouvoir être au courant de tout ce qui se passe au cœur des quartiers. Comment est-ce que vous vous abreuvez, les équipes, les élus, mais aussi les services de la ville, comment vous vous abreuvez de ces informations, comment vous vous en emparez et comment vous les travaillez, ces informations? Alors, donc, ces informations sont remontées, par exemple, quand on a des difficultés avec des commerces. Voilà, c'est remonté à la personne qui s'occupe du commerce, à l'adjoint qui s'occupe du commerce, et il fait remonter à ses services. Et ça peut nous servir parce que même nous, en tant qu'élus, avec les délégués, parce qu'on fait aussi des visites de terrain. Et quand on fait les visites de terrain, donc à ce moment-là, on peut passer, voir et discuter avec, leur demander, voilà, votre terrasse déborde, est-ce que c'est normal sur un passage piéton, est-ce que c'est normal que, voilà, il y a des choses qui ne vont pas, que vos poubelles sont dehors toute la journée, voilà, des choses comme ça, et ça fait remonter. Et on voit tout ce que aussi les commerçants ont besoin, parce que ça remonte aussi les besoins des commerçants, donc en même temps, ça nous fait travailler aussi là-dessus, et ça montre aussi aux habitants, voilà, qu'il faut discuter. Il faut qu'on garde un dialogue. Le dialogue, il est important. Il faut qu'on se voit, il faut qu'on ait des temps pour voir les habitants, pour que nous aussi, on connaisse nos habitants. Voilà. Je vais me tourner vers Maryse German-Gouzou. Vous êtes doctorante en sciences politiques, consultante en participation, engagement et impact social. Et en plus, je crois que vous avez eu une expérience de participation citoyenne. On voulait, avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet de la participation citoyenne et de l'enjeu et de l'impact de la participation citoyenne, ouvrir sur le fait que la crise sanitaire a changé beaucoup de choses. D'abord, première question, qu'est-ce que ça veut dire la participation citoyenne? Et deux, qu'est-ce qui a évolué après cette crise sanitaire dans la participation citoyenne? Bonjour, alors merci de m'inviter. Oui, je précise que du coup là, ce soir, je parle notamment avec ma casquette de chercheur. Donc en fait, j'ai travaillé auprès de nombreux dispositifs dans plusieurs régions en France, que ce soit en Touraine, région grenobloise, autour de Lyon, pas chez vous malheureusement, un peu autour de Paris également. Donc c'est principalement à partir de cette casquette-là que je vais intervenir, mais effectivement, j'ai une structure aussi qui accompagne des ONG, des associations, des institutions sur les problématiques d'engagement. Et donc c'est possible que de temps en temps, je glisse un peu avec cette casquette-là sur notamment la recherche de solutions. C'est très intéressant effectivement de revenir à l'origine de ce qu'est la participation, parce qu'effectivement ce que j'entends, ce qu'on entend dans ce film qui est assez chouette je trouve, donc on parle de connexion, en fait on parle de dispositifs comme un lieu de sociabilité, comme un endroit où on peut se rencontrer, où on peut se voir, c'est vrai, c'est une des réalités, mais c'est pas pour ça que les dispositifs ils ont été pensés quand même à l'origine. La démocratie participative à l'origine elle est là pour pallier aux problématiques que la démocratie représentative auxquelles elle n'arrive pas à répondre. Donc c'est un moyen potentiellement de rétablir l'iniquité de la répartition des pouvoirs entre représentants et citoyens. Donc normalement, ces dispositifs-là, ils sont aussi censés exister à un endroit du process de décision aussi. On est aussi censé être capable de concrètement retirer, enfin en tout cas tirer le fil de ce qui dans la concertation a été concrètement institué dans des projets d'aménagement, dans tout ce qui est attrait à la démocratie locale. Et donc je pense que c'est important aussi d'avoir ça en tête, parce que effectivement les dispositifs, de manière complètement majoritaire, c'est-à-dire que ces critiques-là, elles sont valables dans tous les dispositifs sur lesquels moi et mes pairs travaillons. Ils sont l'objet de grandes critiques, notamment parce que justement
ils arrivent plutôt que de prolonger la démocratie représentative, elle la réactive en fait. C'est effectivement des endroits où on se rencontre, des endroits où on discute, mais c'est pas des endroits où on décide. Et c'est effectivement des endroits qui sont principalement consultatifs, ce qui est très problématique pour la majorité des participants aujourd'hui. Ce que la crise sanitaire a fait au dispositif, et ben moi je vais vous décevoir, mais j'ai pas grand-chose en fait. J'ai l'impression que les critiques préexistaient à la crise sanitaire et elles continuent d'être sensiblement les mêmes aujourd'hui, c'est-à-dire des dispositifs où sont absents une grande majorité des populations qui sont déjà invisibles, qui sont déjà absentes, qui sont celles déjà qui ne prennent pas part à la fabrique de l'action publique locale, puisque c'est pas eux qui votent, c'est eux qui sont moins présents déjà dans ces instances-là. Donc on est sur des dispositifs qui concentrent en tout cas ceux qui sont déjà investis, ceux qui sont les citoyens qui sont déjà multipositionnés dans des associations, dans des syndicats, dans des partis, dans des engagements locaux, etc. On est sur des dispositifs qui sont très critiqués, comme je vous disais, pour le manque de décision, qui sont très critiqués aussi parce que on parle. Donc moi, je suis spécialisée sur notamment les groupes militants dans les quartiers populaires qui sont en contact avec les dispositifs participatifs. Et dans ces dispositifs, souvent, on accueille et des individus parcellisés et des individus qui sont déjà engagés par ailleurs, qui sont déjà, qui vont en fait avoir un mandat un peu associatif, en tout cas qui vont représenter leurs associations dans ces espaces de discussion. Et effectivement, très critiqués. Pourquoi ? Parce que ces dispositifs apparaissent aussi comme une norme pour s'engager dans la vie de la localité. Et j'ai noté une phrase du film où il y a une dame qui dit « on ne peut pas se plaindre sans s'investir ». Mais qu'est-ce que ça veut dire s'investir ? Est-ce que s'investir dans les dispositifs participatifs, c'est le seul moyen qu'on a de s'investir ? Est-ce que s'investir en allant dans des manifestations, s'investir en étant membre d'associations qui ne veulent pas forcément s'ancrer dans des dispositifs, est-ce que c'est pas aussi s'investir ? Et donc, pourquoi ces dispositifs ils sont aussi très critiqués ? C'est parce que ils apparaissent comme la seule voie normée de faire entendre sa voix, sinon on n'est pas légitime à le faire. Et donc, c'est des critiques qui persistent aujourd'hui, qui étaient là donc avant la crise et qui le sont encore aujourd'hui. Mais c'est un moyen de faire entendre sa voix aussi pour les individus s'ils ont envie justement de faire avancer les choses. Alors là, on va aller un peu sur... en fait, les dispositifs participatifs, quand ils sont mis en place, en général, c'est parce qu'on sait que sur un projet d'aménagement, il y a des problématiques, il y a des voix critiques et d'opposition qui s'élèvent déjà, et donc on met en place, c'est un peu une équation politique paradoxale, mais on met en place des nouveaux dispositifs pour pallier à ça. Parfois, ils existent déjà. Bon. Donc effectivement, ces dispositifs, ils sont pensés pour borner les formes acceptables de la conflictualité. C'est pas des endroits où on a intérêt à faire monter des conflits qui iraient à l'encontre des projets qui sont déjà pensés. Il faut quand même se dire que, alors j'y vais fort, mais je pense que c'est important pour le débat, mais il y a l'immense majorité des projets qui seraient issus de ces dispositifs-là, en fait, sont à peu près dans la même veine que ceux qui étaient pensés avant ces concertations-là. Donc, à partir du moment où c'est des espaces qui bornent un peu les formes de conflictualité qui sont légitimes ou illégitimes, acceptables ou inacceptables pour l'organisation institutionnelle telle qu'elle existe, oui, il y a des gens qui arrivent à faire entendre leur voix dans ces dispositifs et à s'exprimer, mais il y en a d'autres pas. Et il y a des voix d'opposition plus radicales qui ont du mal à s'exprimer. Alors, les remontées que vous faites sont le fruit de votre travail de recherche, donc oui, au niveau c'est pas mon avis, national. Oui, c'est pas mon avis. Votre avis, on est bien d'accord. Voilà, oui, parce pas mon avis. Sinon, vous allez démoraliser les conseils de quartier. Oui. Non. Mais justement, c'était intéressant qu'on ouvre là-dessus, mais c'est ce qui ressort en fait du travail de recherche. Oui, c'est ça. C'est un travail de recherche avec des comparaisons entre dispositifs un peu partout et avec un travail où j'accompagne les participants à l'intérieur des dispositifs et aussi à l'extérieur des dispositifs, parce que dans un quartier, moi je vais travailler même avec des militants qui refusent de s'inscrire dans des dispositifs pour essayer de comprendre pourquoi ils refusent de s'inscrire dans des dispositifs, pourquoi parfois ils y rentrent, pourquoi ils en sortent, pourquoi parfois ils y restent, pour essayer de comprendre vraiment quels sont les leviers d'engagement, les problématiques qu'ils rencontrent et pourquoi est-ce que ces dispositifs, ils sont
essayer de comprendre en tout cas dans quelle mesure est-ce que ces dispositifs, c'est des ressources ou des freins pour l'engagement dans les territoires. Je vais laisser la parole à Joris. Joris, peut-être nous représenter vos différentes fonctions et nous reparler d'Agora d'Azibao. Oui, avec plaisir. J'aime bien quand je parle savoir aussi à qui je parle. Je me permets quelques petites questions. Oui. Qui parmi vous est habitante de Vénissieux? Levez la main, ok. Qui est membre d'un conseil de quartier de Vénissieux? Ok, donc on a à peu près 2 tiers. Qui a moins de 30 ans? Désolé, ok, 30 ans. Qui a moins de 50 ans? Ok, qui a plus de 50 ans? Ok, ça marche. Qui a fait au moins, il y a une réunion maintenant, là c'est un temps collectif, il y en a eu un juste avant sur les associations, des temps collectifs, des réunions, qui en a fait au moins une cette semaine déjà? Ok, qui en a fait au moins 2? Qui en a fait au moins 5? Ok, ça marche, pas mal de monde aussi. Qui est membre d'au moins une association? 2, 3, 4, j'ai encore pas mal de monde qui se lève, ok. Qui a des convictions sur la question de la démocratie participative? Levez la main, ceux qui ont des convictions, ceux qui sont convaincus de certaines choses, ok, ça marche. Et de 0 à 5, on est vendredi, vous avez participé à pas mal de réunions, qui de 0 à 5 peut me dire, enfin, est-ce que vous pouvez me dire à quel point vous estimez que votre cerveau il est fonctionnel là, pour recevoir les informations? De 0, plus du tout fonctionnel à cette heure-ci, ou 5, complètement fonctionnel? Allez-y, soyez honnête avec vous-même. Il y a beaucoup de 5 et de 4, c'est bien, vous êtes fonctionnel, ça marche. Mais voilà, ça me permet aussi de savoir avec qui on parle. Et donc je parle à des gens qui ont l'habitude de venir dans des réunions, qui en ont bouffé pas mal, mais qui restent avec un cerveau fonctionnel sur ces réunions. De ce que je vois moi de très loin, la politique de Vénissieux, dans la dimension participation citoyenne, justice sociale, est en avance et innovante par rapport à plein d'autres villes. Donc tous les reproches que je vais faire juste après, ce que je vais me permettre d'être un petit peu transgressif et subversif, ne s'adressent pas à Vénissieux, bien sûr, puisque tout ce que vous faites est formidable. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on part du principe qu'il y a une crise sociale, qu'il y a une crise de la participation citoyenne, qu'il y a un rejet de toutes les formes d'autorité, etc., on peut se dire qu'il y a des choses très bien qui se font, mais que peut-être on peut réfléchir à aller plus loin ici et ailleurs. Madame la maire te réserve ton chèque juste après. Pardon ? Tu viendras le chercher. J'ai pas compris, pardon ? Le maire réserve votre chèque après. Ah, c'est pas grave, je suis pas payé. Voilà, et puis en plus vous pouvez couper la caméra au montage si vous voulez. Je m'appelle Joris Darfin, je suis consultant en facilitation en intelligence collective. J'interviens depuis quelques années avec des villes comme Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Saint-Genès, Champanel, etc. Enfin plusieurs villes sur des dispositifs de concertation citoyenne et de démocratie participative, de participation citoyenne. Donc je vois à droite à gauche ce qui se fait, ce qui marche pas, les budgets participatifs, les assemblées citoyennes. J'accompagne en ce moment l'assemblée citoyenne de Villeurbanne par exemple. Et aussi au titre de ma structure, je participe au réseau national des conseils de quartier, qui est une association qu'on a montée pour mettre en lien les conseils de quartier et pour mettre en place de la formation en visio. Il y en a qui ont participé à au moins une formation en visio, 2 personnes, 3, ok, ça marche. Et donc il y en a 4 par mois, c'est gratuit, ça dure 2 heures sur comment on s'organise, comment on prend des décisions collectivement, comment on fait des réunions participatives, comment on fait du aller vers, etc., etc. Donc cette association fait de la mise en lien. Il y a eu une journée hier de rencontre des conseils de quartier et puis il y a d'autres choses qui vont se mettre en œuvre. Et parce qu'on a beaucoup de choses à dire et peu de temps pour le dire, moi je vais vous dire 3 choses. La coopération, la participation, ça ne se décrète pas, ça se construit, ça vient de mes expériences et aussi d'opinion. La deuxième chose que je vous dirais, je provoque, mais plus on utilise les conseils de quartier et moins ils sont utiles. J'y reviendrai. Et la troisième chose, c'est une réflexion pour se dire que si finalement les conseils de quartier ils sont là pour inventer de la démocratie, peut-être pour être vraiment démocrate, il faut qu'on finance des structures qui vont casser la vitrine plutôt que de faire vitrine. Je me permets pour rebondir sur la vitrine et j'y reviendrai. Voilà. Donc du coup, est-ce que les conseils de quartier doivent être des instances où on informe et où on prépare la fête du quartier, ou est-ce que ça peut être autre chose? Ça peut être ça peut être très bien, ça peut être aussi autre chose. Mais dans les niveaux de participation, il existe le niveau de non-information. Quand on laisse circuler de la fake news ou qu'on ne donne pas une information, c'est de la non-information. Il existe l'information, la consultation, la concertation, la co-construction, la co-décision, puis peut-être la subversion au-delà de la participation. Et du coup, il existe ces différents niveaux. Et si je fais un parallèle avec la qualité de vie au travail, j'entendais une consultante qui disait quand dans une entreprise ça va pas bien, on met un baby-foot et on dit c'est bon, on a pris soin des gens.
Mais si on ne revoit pas le projet managérial, si on ne revoit pas le contrat social, ça ne sert à rien de mettre le baby-foot. C'est déjà très chouette qu'il y ait un baby-foot, mais peut-être qu'il y a des choses plus profondes à rénover et inventer finalement une autre manière d'être ensemble. Et pour ça, vous me faites signe quand il faut que je me dépêche, mais... Dans 1 heure, je vous le dirai, oui. C'est ça. Construire les conditions d'une participation équitable, critique, consciente, consentante, ça se construit, ça ne s'improvise pas. Et pour qu'il y ait une participation équitable, il va falloir peut-être réapprendre à travailler ensemble avec des gens différents et se former à ça, réfléchir aux adaptations, aux différenciations, aux compensations. Comment on fait pour se réunir avec quelqu'un qui ne peut pas se séparer de son chien parce qu'il n'a pas de moyen de garde pour son chien, avec des mamans ou des papas en situation monoparentale avec les enfants, avec des personnes qui ne parlent pas français. Donc il y a vraiment une réflexion sur comment est-ce qu'on construit les conditions de la participation, comment est-ce qu'on partage la gouvernance, comment est-ce qu'on sort d'une logique un petit peu de normes de participation avec la réunion pendant 2 heures dans une pièce, vous faites déjà plein d'autres choses, donc c'est chouette, mais comment finalement on réinvente une manière de faire ensemble. Des fois on dit tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Moi j'interroge même ça parce que aller vite ou loin c'est des logiques productivistes, capitalistes. Du coup peut-être que déjà se dire ensemble on va faire ensemble, c'est déjà pas mal, mais ça se construit et peut-être qu'il faut aussi arriver à en finir avec une forme de domination de ceux qui sont là depuis longtemps et maîtrisent bien les règles de la réunion où on parle de manière consécutive et inventer d'autres manières d'expression pour faire participer les gens. Donc ça c'était le premier propos, les 2 autres sont plus courts. Le deuxième c'est que je vois dans certaines communes que des dispositifs qu'on essaye d'utiliser en disant le conseil de quartier fonctionne, on va lui demander son avis sur telle concertation et puis on va le faire participer au démomètre de démocratie ouverte pour mesurer si notre ville elle est démocratique ou pas. Et puis on va le faire venir à telle réunion. On l'utilise et du coup il devient plus utile parce qu'il est tellement... on va tellement piocher dans l'énergie du conseil de quartier pour en faire quelque chose qu'il a plus de temps et d'énergie pour inventer la démocratie. Donc plus on l'oriente, moins ça fonctionne. Et par contre, et c'est ce qu'on voyait avec certaines villes hier dans la journée de rencontre nationale des conseils de quartier, plus on lui donne des moyens au dispositif de démocratie participative pour fonctionner sans lui donner de commandes, sans lui dire faudra nous donner un avis sur l'urbanisme et les crottes de chiens et l'éclairage public. Si on dit juste voilà du budget, voilà une salle, voilà des moyens, voilà des gens formés pour aller vers, voilà un vélo cargo pour faire le tour du marché et interroger avec les gens avec des post-it, mais on ne vous demande rien de précis. Plus on donne les moyens pour fonctionner plutôt que faire un projet, et plus finalement les gens peut-être s'y retrouvent et s'y engagent, et c'est les témoignages qu'on avait d'une ville comme Grenoble hier. C'est pas magique, ils fritent aussi, c'est compliqué, mais il y avait cette réflexion. Et puis le troisième niveau de réflexion, ce serait qu'au-delà de la participation, il y a la dimension subversive. Est-ce que finalement, on est prêt quand on est élu, quand on est délégué, quand on est présidente d'un conseil de quartier, à donner les clés, à donner les moyens à des gens qui vont remettre en cause tout ça, qui vont remettre en cause tout ce fonctionnement. Donc finalement, est-ce qu'on accepte d'être dérangé? Est-ce qu'on accepte ce qui ne va pas dans notre sens? Est-ce qu'on accepte le conflit? Est-ce qu'on est prêt à l'animer, ce conflit? Est-ce que finalement on accepte de mettre en place une forme d'éducation populaire, une éducation critique politique dans les conseils de quartier et les autres dispositifs pour inventer la démocratie de demain, quitte à ce que ça gratte un petit peu les gens qui ont financé ça. Et une ville hier disait, les élus ont financé le dispositif, aujourd'hui le dispositif fait que les remettre en question et les élus ils se disent, on n'aurait peut-être pas dû. Et du coup, voilà, c'est cette question-là. Est-ce qu'au niveau d'une ville, au niveau des élus, on est prêt à fabriquer de la subversion et à fabriquer de l'esprit critique qui ne va pas forcément aller dans le sens de la politique qui est mise en place et qui ne va peut-être pas aller dans un sens utilitariste où on va pouvoir dire, tiens, pour mettre en œuvre ma politique, je vais pouvoir m'appuyer sur ce conseil de quartier qui va me donner des éléments qui vont aller dans mon sens. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Alors, on va donner la parole au conseil de quartier parce qu'ils ont peut-être aussi envie de réagir à ce que vous avez dit. Je vais retourner la question, la problématique dans l'autre sens. Est-ce qu'un conseil de quartier est aussi un moyen de lobbying sur les élus, quels qu'ils soient, peu importe, je ne parle pas de Vénissieux, je parle en général en France. Est-ce que ça peut être un outil qui va participer au pouvoir, à la décision et quelque part faire lobbying sur la décision politique, parce qu'en fait le cœur du sujet il est là. Les conseils de quartier ils ont envie de savoir ça, si en France
un conseil de quartier, ça sert véritablement à quelque chose pour faire bouger les lignes. Hier, on avait les deux extrêmes. On avait une ville qui nous expliquait qu'en gros, la politique de concertation publique et de démocratie participative, c'était de surtout faire en sorte qu'il n'y ait pas de ligne qui bouge. Et qu'à chaque conseil de quartier, le maire venait pour expliquer aux habitants la politique et pour leur expliquer s'ils n'avaient pas bien compris et que s'ils n'étaient pas d'accord. En gros, je caricature, mais c'était un petit peu ça. Donc c'est une forme de management social. Et puis à l'autre extrême, il y avait des villes qui expliquaient que les conseils de quartier avaient un pouvoir de saisine du conseil municipal en posant des questions qui vont être traitées, en remettant en question des politiques publiques mises en place, en faisant remonter des sollicitations avec parfois des dispositifs comme des conseils municipaux miroirs qui viennent des dispositifs locaux de démocratie participative et où là, il peut y avoir de la complémentarité, de la coopération, voire un certain, contre-pouvoir. Et c'est ça que je voulais dire avec mon troisième point. Est-ce qu'on accepte, quand on a le pouvoir, quand on est à la majorité dans une ville, de former des gens au contre-pouvoir ? Ce que vous êtes en train de dire, c'est que plus le conseil de quartier est organisé dans sa structuration de pensée, plus il va être efficace, plus il va être un outil quelque part pour influer ? Alors, peut-être, mais je crois qu'il y a deux autres choses. Plus il y a une volonté politique de laisser la place à la pensée divergente, aux opinions différentes, au contre-pouvoir, pour en faire quelque chose. Si on reprend, comment il s'appelle déjà celui qui dit que la démocratie, c'est faire exister les opinions, et puis à un moment faire un arbitrage, c'est la définition de, je ne sais plus, ça me reviendra. Donc s'il y a une volonté politique de laisser cet espace-là, c'est déjà un premier levier. Il y a le levier de l'organisation collective, mais il y a aussi vraiment le levier de l'accompagnement individuel avec de la formation, des moyens de compensation, de la différenciation. On ne va peut-être pas faire des réunions que dedans, peut-être pas que assis, peut-être que la concertation en numérique, elle marche, peut-être que discuter, prendre des photos, faire du vidéomaton sur les marchés, ça marche. Enfin bref, de différencier pour permettre à chaque individu d'avoir une participation équitable et reconnaître que cette participation, même si elle est sous forme d'une insulte lorsqu'on va tendre le micro, elle a une valeur. Et donc, c'est accompagner chacun pour que chacune puisse s'exprimer et participer de manière équitable. C'est l'organisation collective et c'est aussi la volonté politique de laisser de la place pour ça. Alors, si vous voulez réagir, s'il y a des élus qui veulent réagir ou des conseils de quartier, je vais vous laisser la parole. Moi, j'aimerais bien quand même que tous les deux, vous nous disiez quelle est la vision idéale de la participation citoyenne. Parce que pour l'instant, vous êtes plus, on va dire, mi-figue, mi-raisin. Et on aimerait bien quand même avoir des ébauches ou des solutions d'ébauche de la participation citoyenne idéale. À qui est-ce que je peux laisser la parole ? Est-ce qu'il y a des conseils de quartier ? Pierre-Alain Millet. Oui, non, mais faut être. Je m'excuse, mais je ne devrais pas intervenir tout de suite. Mais je voudrais dire brièvement, non seulement moi, j'ai pas peur de la subversion, mais si on pouvait vraiment subvertir, je serais très heureux. Sauf que la question, c'est de savoir qui, parce que vous n'en parlez pas. Hein. Le problème de dire les conseils de quartier, mais ils portent la parole de qui dans la société ? La démocratie aujourd'hui, c'est pas une démocratie dans notre système. Vous avez parlé de capitalisme, c'est clair. On est dans une dictature de la bourgeoisie, comme dirait l'autre. Donc la vraie question, c'est de qui vous parlez quand vous parlez des conseils de quartier ? Vous parlez des couches moyennes supérieures éduquées ? Vous parlez du monde du travail ? Vous parlez des gens des quartiers populaires ? Moi, j'ai eu une expérience dans un conseil de quartier où on présentait un projet de construction de logements dans lequel il y avait une forte opposition du conseil de quartier. Les élus de la ville, ils ont décidé de construire des logements. Parce que le vrai sujet, c'était est-ce qu'on fait du logement social ou pas ? Et ceux qui étaient présents dans le conseil de quartier, c'était principalement les copros. Cette question sociale de qui parle, pour moi, elle est essentielle, elle est importante. Et à Vénissieux, alors pour le coup, non seulement on ne crée pas les conflits, moi j'ai présidé le premier conseil de quartier en 1989, dans un quartier de Vénissieux. Des conflits, si vous voulez qu'on vous en raconte des anecdotes, le maire pourra en citer beaucoup. Les AG, c'est très très vivant. Et ça a été souvent conflictuel. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le conflit, c'est comment il fait pour donner la parole et à qui il donne la parole. Et il donne la parole pourquoi ? Pour défendre de l'intérêt individuel, de l'intérêt corporatiste ou pour construire du bien public ? C'est ça quand même la question. Et fondamentalement, on peut faire de la critique de la démocratie participative
Moi, j'ai fait partie d'un truc qui s'appelait le réseau Démocratiser radicalement la démocratie. C'était à l'époque de Porto Alegre. Hein, donc, belle expérience Porto Alegre, tout ce qu'il fallait. Puis bon, c'est quand même la droite qui a pris la ville, hein, au passage, d'ailleurs. Donc apparemment, ça n'a pas résolu le problème de la démocratie au fond. Hein. Donc, il n'y a pas de problème pour en discuter. Mais quelque part, nous, on a une expérience concrète depuis 30 ans de faire vivre une démarche avec des habitants, avec des hauts et des bas, avec des difficultés. Et cette démarche, elle a d'abord pour but d'aider à construire des citoyens, des habitants citoyens, qui ne sont pas simplement dans la consommation, la vie, la débrouillardise individuelle, mais de se retrouver ensemble pour construire quelque chose de collectif. Et je pense que quelque part, vous le sous-estimez vraiment dans votre critique, qui pour moi est quand même un discours un peu facile voilà, j'en reste là. Ce que vous voulez dire, c'est que les membres de conseil de quartier doivent prendre un peu de recul dans l'intérêt collectif. Et ils le font, bien sûr. Alors, je leur donne la parole. À qui? Monsieur, je voulais juste vous présenter. Oui, bonsoir, moi c'est M. Smel, donc je suis élu délégué de quartier au centre de Vénissieux. Je voulais juste répondre au cher monsieur. Vous savez qu'il y a des hommes et des femmes autour de ces délégués de quartier, et parmi eux, eh ben, vous avez des gens qui se manifestent vraiment leur mécontentement et leur joie de bien vivre sur la ville de Vénissieux. La ville de Vénissieux, là, aujourd'hui, elle est de 69 000 habitants environ. Donc, vous avez vu, on y va en hauteur en habitants, on ne descend pas. Donc, la ville, elle se développe, à votre avis, pourquoi? Aujourd'hui, ça se construit du neuf autour de notre ville, à votre avis, pourquoi? Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est quelque chose de bien du passé. Parce que si vous voyez d'aujourd'hui comment ça se passe, eh ben nous, on s'exprime comme on veut et de libre choix. Et il est normal qu'on a une partie politique qui est mise en place dans notre ville, et il est de notre respect et de notre intérêt de travailler aussi avec ceux qui nous gèrent notre ville, pour que nous puissions obtenir justement de l'accompagnement. Parce que nous, on a besoin d'être accompagnés. Là, par exemple, je veux vous parler d'un sujet quand même qui nous tient à cœur, à Vénissieux aujourd'hui. C'est quoi? C'est l'hôpital du Vénissieux Sud. Elle est en train de tomber à l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? À votre avis, qui c'est qui va nous aider? Aujourd'hui, personne ne nous aide, à part, j'ai vu quand même les élus, je remercie Madame Picard, ainsi que les autres maires de Corba et Saint-Fond, etc., qui sont mobilisés pour nous aider, parce que ça fait partie de notre souci, ça. Vous voyez, la deuxième chose, c'est quoi, par exemple? À la gare de Vénissieux, par exemple, on n'a pas d'ascenseur pour les handicapés. On n'a rien. C'est-à-dire qu'il y a des handicapés, ils ne peuvent plus venir à Vénissieux. Ouais. Enfin, bref, je veux continuer. Excusez-moi, je vais en finir. J'ai quelques listings là, ici. Nous avons la hausse de l'ordure ménagère. Alors, on va pas on a la hausse de... Un troisième sujet, puis après, je vais laisser la parole. Mais allez-y. Mais un troisième sujet, parce que si on fait toute la liste, je voudrais qu'un maximum de conseils de quartier puissent parler. Pour bien dire que ce qui est dans ma liste fait partie de notre liberté d'expression, vous comprenez? Donc là, vous voyez, dans l'ordure ménagère, on nous a augmenté les taxes d'ordure ménagère, mais regardez notre ville, elle est occupée par le Grand Lyon, par je ne sais pas qui, les poubelles ne sont pas ramassées. On en fait quoi? Heureusement que le Progrès en parle la semaine dernière, et ça c'est une vérité. Ça aussi, il faut, qui c'est qui va nous aider là-dessus? Donc vous voyez, il y a des choses qui se disent. Et pareil, par rapport par contre, nous aussi, nous voyons que par rapport à la numérisation que vous voulez mettre en place, etc., nous trouvons ça que ça ne peut pas marcher sur la ville de Vénissieux. Parce que la ville de Vénissieux, c'est de humain à humain. Il faut aller sur le terrain. Se rencontrer. Oui, il faut rester sur le terrain. Il ne faut pas nous faire envoyer des mails et des machins et tu vas régler le problème de ce que nous avons sur le terrain, vous comprenez? Et ça, c'est important de l'entendre. Et je veux que sur la ville de Vénissieux, nous gardons notre système comme il est et ça passerait bien. Ensuite, il y a aussi une chose que je voulais dire. Mais vraiment la dernière, parce que je voudrais vraiment donner... Mais par contre, on a bien compris le sens de votre démarche, c'est de travailler dans l'intérêt collectif, à travers les sujets que vous proposez. Aussi, il y a l'augmentation de la précarité sur la ville de Vénissieux qui se met en place. Il y a aussi, ça c'est le souci de tout le monde. Hein. Ça c'est important de dire ça aussi. Et il y a l'insécurité. L'insécurité parce qu'on n'a pas assez de police sur la ville de Vénissieux. Il y a un véhicule pour 69 000 habitants qui circule. Et on ne peut pas les solliciter à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il y a des choses comme ça qui ne fonctionnent pas. Et ça, c'est des vraies préoccupations des habitants. Et j'aimerais bien que ça soit entendu. Merci.
En tout cas, on a compris que vous travaillez sur des sujets concrets et des sujets qui sont des sujets de préoccupation. Je voudrais juste essayer de recadrer le débat. On est bien sur la participation citoyenne. Madame Beaufet, je vais la faire parler juste après, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Je voulais simplement on va simplement écouter les conseils de quartier et après Madame Beaufet dira ce qu'elle voudra dire d'ailleurs. Madame. Oui, bonsoir à toutes. Je me représente donc Madame Mesbahi Samira, adjointe au maire, pour ceux qui sont arrivés en retard. Et je suis présidente du conseil de quartier Moulin-à-Vent. Donc, par exemple, sur la concertation, on parle de participation citoyenne et concertation citoyenne. Sur le quartier Moulin-à-Vent, la place Edmond-Roman a été inaugurée par Madame le maire, les élus, la métropole. On a eu plusieurs personnes de la métropole. Et les habitants se sont rendus compte qu'il y avait quelques soucis au niveau des sièges. Il n'y avait pas suffisamment de bancs, puisque la place, je m'excuse, j'ai un début d'extinction de voix. Il y avait justement différents arbres qui ont été refaits, replantés, donc il n'y avait pas suffisamment d'ombre. Et justement, avec les fortes chaleurs, on a essayé de revoir, on a fait une réunion avec les délégués, les habitants, les services de la mairie. Donc on a demandé aussi à la métropole, puisque la place c'est la métropole, la place Edmond-Roman, et on a pu justement mettre en place. Donc pareil, Monsieur Anouars Gaillère nous a envoyé différents types de fauteuils qu'on a présentés en photo au en permanence de quartier. Les habitants ont choisi, donc c'est vrai que c'était des sièges avec dossier à coudoir, très confortables. On a refait une autre visite pour choisir l'emplacement. C'est les délégués et les habitants présents à cette visite qui ont pu valider l'emplacement de ces bancs ou fauteuils individuels. Et autre point, donc il y avait un autre point qui posait problème, c'est le terrain de pétanque. Donc au début, il y avait beaucoup d'arbres, la place a été refaite et les usagers, du moins les personnes qui utilisaient justement le terrain, n'étaient pas à l'ombre. Donc là, pareil, il y a un projet, il y a une toile qui va être mise en place justement pour que les habitants et les utilisateurs justement puissent continuer à réaliser et continuer à jouer à la pétanque. Voilà, c'est un exemple. Très bien, donc exemple d'utilité des remontées d'informations pour faire avancer les choses par les conseils de quartier. Est-ce qu'un autre conseil de quartier veut s'exprimer ? Alors moi, je m'appelle Jean-Pierre Gomis, je suis conseiller de quartier Anatole France pour Langevin. Je suis en même temps membre du conseil citoyen des Minguettes. C'est une instance, je l'ai dit, je l'ai rappelé hier, c'est une instance qui fonctionne dans le même cadre que le conseil de quartier. C'est-à-dire, on se retrouve, on discute de différents thèmes, et puis on fait des propositions, et ensuite on les consigne dans une contribution que nous envoyons au pouvoir public. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que tout à l'heure, je crois, c'est la dame qui parlait sur le fonctionnement de la démocratie participative. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens ne sont pas motivés par rapport à la participation citoyenne. Je prends exemple les conseils de quartier. Au départ, on était très nombreux à se présenter. On a participé aux élections, on a été élus. Donc, on a été élus membres du conseil de quartier, délégués de quartier. Mais aujourd'hui, dans les réunions, quand vous allez dans un conseil de quartier, mais on trouve, même s'ils étaient 15 au départ, vous trouvez à peu près 3 ou 4. Voilà. Au conseil citoyen, nous vivions aussi la même chose. Nous, au conseil citoyen des habitants, on devait être 20. Aujourd'hui, on tourne à 5. Vous vous rendez compte? Donc, cette démotivation-là, ce manque de motivation surtout, je voulais dire, mais si nous, on manque de motivation, les décisions qui se prennent, ou bien aussi les citoyens qui se plaignent de certains problèmes et qui nous les confient, nous, délégués de quartier, et qu'on ne va plus à des séances de réunion pour porter ces questions des citoyens, mais comment allons-nous progresser dans la participation citoyenne? C'est ça ma question. Et aujourd'hui, je me dis que la participation citoyenne à Vénissieux, il faudra qu'on en reparle lors des assemblées générales. Parce que vraiment, il y a manque de présence des délégués, que ce soit dans le conseil des quartiers, et que ce soit aussi dans le conseil citoyen. Merci.
Manque de présence, mais nécessité de remonter l'information, comme vous le dites, même si vous êtes moins nombreux, et donc de représenter les habitants. Madame. Oui, Marie-Christine Burican, j'ai été présidente du conseil de quartier Paul Langevin Anatole France dans le précédent mandat. C'était pas toujours facile du point de vue de la participation, bien qu'il y ait des habitants qui soient investis sur une très longue durée avec beaucoup de volonté et de volontarisme. Et il arrivait assez souvent quand même qu'on se fasse engueuler. Donc la conflictualité, elle existait dans le conseil de quartier, c'est sûr. Mais c'est peut-être que je vais aller sur le débat qui va venir aussi, parce que moi je suis super favorable à la démocratie participative. Je crois qu'on a été la première ville à créer les conseils de quartier à Vénissieux. Et qu'on est encore une des seules villes qui le font en considérant que les habitants élisent les délégués de quartier. Parce qu'il y a des endroits où c'est tiré au sort, nommé, etc. Donc c'est quand même des questions essentielles pour nous du point de vue de la démocratie. Mais je suis un peu étonnée dans les discours, parce qu'on est dans une crise politique majeure. Et on est dans une crise de la relation de la population à l'institution et de la relation de la population à la classe politique, qui touche tout le monde et qui touche évidemment les communes, les élus des communes, etc., comme elle touche des élus nationaux. Et évidemment que les conseils de quartier sont pris dans cette tourmente-là, et que je ne vois pas comment ils y échapperaient. Ça demande beaucoup d'efforts pour reconstruire un peu de confiance, de liens, etc. Et y compris, je ne pense pas qu'on réglera cette question par les conseils de quartier et par la démocratie participative seulement. Et si je vais vite, je dirais, mais peut-être ça va choquer, que les conseils de quartier ne règlent pas la question de la lutte des classes et de qui dirige le pays et pour qui. Donc il ne faut pas non plus leur en demander plus que ce qu'ils peuvent faire. Mais par contre, je trouve qu'on sous-estime beaucoup la question de l'éducation populaire, qui est une question essentielle aujourd'hui. Et par exemple, moi j'ai souvenir, Monsieur Miranda s'en rappelle peut-être, ça rouspétait comme des fous dans le quartier sur la question des poubelles. Les poubelles, alors les gens sont dégueulasses, et puis en plus, les gars des poubelles, ils passent pas chez nous, ils nous abandonnent, ils nous laissent tomber, etc. Et on a fait un truc tout bête, on a réussi à monter une tournée de poubelles où on est monté dans le camion et où on a vu ce qui se passait dans le camion et pour le gars qui conduisait le camion et pour ceux qui étaient derrière. Bon, après, on a mieux compris des choses, on a pu en discuter autrement avec les habitants et les délégués qui étaient là ont aussi mieux saisi un certain nombre de choses qui se passaient là. Donc après, c'est plus la même discussion, c'est plus les habitants contre le gars qui conduit la poubelle. Il y a des choses qui s'éclaircissent, etc. Alors on peut dire que c'est tout petit. Mais moi je pense que ce qui se permet que ceux qui vivent dans les quartiers populaires et qui ont très envie, parce que eux ils sont là, l'autre il est là, qui ont très envie de se taper dessus des fois et qui s'engueulent très souvent, ils trouvent la manière d'agir ensemble et de construire du commun dans le quartier. C'est pas la révolution, mais je trouve que ça fait pas de mal. Je vais peut-être encore prendre Valérie Talby. Oui, moi je voulais répondre. Alors, les délégués quand même, on a quand même mis sur ce mandat quelque chose qui n'avait pas été sur les autres mandats, c'est les formations. On a quand même fait beaucoup de formations où les délégués ont pu venir sur le budget, sur tout ce qui était l'handicap, on a fait sur la construction, on a fait sur plein de sujets. Je pense que ça, sur aussi la métropole et la ville. Qu'est-ce qui appartient à la métropole? Parce que ça aussi, ça revenait dans les conseils de quartier. On ne sait pas ce qui est à la métropole, ce qui est à la ville. On habite la ville de Vénissieux, donc tout ce qui est fait, c'est la ville. Non, il y a des choses qu'on se partage, voilà, il y a des tâches qui sont partagées. Il y a des compétences partagées. Voilà, tout à fait. Et donc, voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, tout à l'heure, le monsieur disait, oui, dans des conseils de quartier, effectivement, il y a des conseils de quartier où il y a peut-être 4, 5, 3, 4, 5 personnes. Il y a des conseils de quartier qui marchent très fort. Donc, à un moment, je pense qu'il faut aussi donner envie. Donner envie. Dans les conseils de quartier, excusez-moi, on n'est pas tous du même bord politique. On arrive tous à parler. Il faut s'écouter. Il faut parler ensemble. Il faut tirer des conclusions. Il faut sortir les gens, leur montrer dehors comment c'est.
voir avec eux ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On a fait sur le centre, par exemple, c'est le conseil de quartier qui s'en est le plus occupé. Donc sur la gare, on a fait ce que j'ai entendu, on a fait pour l'ascenseur, mais on a fait aussi sur la pétition et marqué un guichet. On avait un guichet à la gare de Vénissieux qu'on nous a enlevé, soi-disant pour des travaux qui n'est pas revenu. Donc, et là, les délégués, volontairement, à un moment, on a dit il faut se battre. Et ils sont venus sur des lieux avec les adjoints, parce qu'on avait aussi des adjoints, on avait des habitants qui étaient présents, on a fait Carrefour, on a fait plein d'endroits où on s'est mis dehors et on a fait signer une pétition. Et aujourd'hui, cette pétition, du mois de juin, du 1er juin jusqu'à aujourd'hui, sans compter le mois d'août, parce qu'il faisait très chaud et les gens étaient un petit peu en vacances quand même aussi, hein, il faut un petit peu des temps de repos, on a fait quand même plus de 5000 signatures. Donc on a des conseils de quartier qui ont envie de travailler, qui ont envie de faire des choses. Et moi je dis, si j'arrive en ouvrant la porte du conseil de quartier et en leur disant « Pouh là là, bah aujourd'hui c'est la merde, hein. On s'en sortira pas, on n'y arrive pas, ça... » bah c'est sûr que tout le monde est démotivé. Hein. Ça fait bouger les lignes petit à petit. Voilà, il y a un moment, on avance petit à petit. Alors oui, on n'a pas les réponses tout de suite, oui, on n'a pas les solutions tout de suite, mais moi je suis contente de voir qu'on a des choses qui ont avancé dans de nombreux quartiers et qu'on a pu obtenir pas mal de choses. Alors les réunions publiques, là aussi, on a fait beaucoup de réunions publiques, on a fait sur le T10, on a fait des réunions publiques sur la gare de Vénissieux avec la 4e voie, on a fait des réunions pour la ZAC, Montmousseau, tout ça. Moi, il n'y a qu'une chose où je trouve, et là, je ne sais pas si la ville, on est vraiment dedans, à 100%, et je ne pense pas, puisqu'on a des partenaires qui sont là et qui... Par exemple, sur le T10, la frustration que les gens ont eue, qui sont participés à beaucoup de choses, c'est de ne pas avoir de réponse. On pose quelques questions, on n'est pas des techniciens, on n'est pas des... Mais il y a des petites questions qui auraient pu être répondues. Il aurait pu y avoir une réponse. Sur 8 pages qu'on a fait, les délégués, les habitants ont pris du temps, c'est des bénévoles, ils ont pris du temps. La moindre des choses, c'est de répondre. Et ça, je trouve qu'on n'a pas toujours ce retour. Voilà, en disant oui, non, c'est possible, c'est pas possible, mais une réponse. Mais réponse par qui dans ce cas précis? Vous attendiez réponse? Dans ce cas précis, le T10, c'est pas non plus que c'est pas la ville. Hein. On sait très bien que c'est le Citral et que c'est tout ce qui se passe. Voilà. Bon. Alors, moi, ce que je vous propose, parce que vous avez abordé aussi la deuxième partie, c'est la concertation publique et les débats publics. J'aimerais bien aussi qu'on l'aborde. Je vais encore donner la parole à 2 conseils de quartier, puis après, je vous laisserai Laurence Boffet vous exprimer, parce que je savais qu'il y avait des sujets transversaux qui étaient portés par la métropole qui seraient évoqués ce soir. C'est pour ça que j'ai choisi, moi, personnellement, de vous faire intervenir après pour pouvoir répondre sur les sujets transversaux. Et on terminera par la concertation publique, de savoir comment vous travaillez avec les élus et tout le monde pour présenter les projets. Alors, deux rapides témoignages, monsieur, et puis monsieur aussi qui voulait parler. Monsieur, voilà, 3, pas plus. Hein. 3. Bonjour, attendez, je vais me mettre debout, ça me fait bizarre, je ne vois pas tout le monde. Donc moi, je suis Jeffari Agneau, je suis président du conseil de quartier Charles Perrault. Il y a quelques années, j'étais président du conseil de quartier Léo-Lagrange où j'habite. Et avant, j'ai été conseiller de quartier à Léo-Lagrange. Alors, je voudrais revenir sur la participation. Moi, quand j'étais conseiller de quartier, j'ai tenu 3 ans. Et puis j'ai arrêté parce que finalement, j'avais l'impression de ne pas être écouté. Et voilà. Et je pense que c'est quand même le problème principal qui devrait nous préoccuper, au sens où on a quand même mis en place à Vénissieux un outil qui efficace et utile, mais qui pourrait fonctionner beaucoup mieux. Mais je pense qu'il y a quand même, sur la durée, une perte de confiance, on va dire, ou je ne sais plus quel mot vous utilisiez, monsieur, mais c'était tout à fait ça, une démotivation. Voilà, une démotivation, j'irais même jusqu'à utiliser le terme désabusé, en fait, qui est un peu différent, c'est-à-dire qu'on pense que ça ne peut plus évoluer, qu'on n'y croit plus du tout. Et il y a beaucoup d'habitants qui sont comme ça. Moi, j'ai pu voir ça, moi, dans mon conseil de quartier. Alors, c'est vrai qu'il y a une grosse partie qui est en relogement, mais j'ai 3 délégués. Donc, j'ai commencé à 3 délégués. La bonne nouvelle, c'est que je suis encore à 3 délégués. Mais c'est peu. Et les gens viennent peu parce qu'en fait, même quand on va à leur rencontre sur le terrain, ils nous disent, mais de toute façon,
ça va pas se faire, ou quand je dis un truc, ça arrive pas. Je sais que sur ce quartier, il y a des problématiques où moi, j'ai essayé d'en parler avec des habitants, ils m'ont dit, mais de toute façon, c'est comme ça depuis 10 ans. Voilà, donc on va pas revenir en reparler encore une fois. Donc il y a ce côté où, quelque part, ça va sur ce qu'on disait sur les réponses, c'est-à-dire que si les choses sont pas faites, mais qu'on l'explique aux gens, je pense que c'est possible. Mais qu'à un moment, à force d'avoir soit pas de réponse, soit on leur dit oui, et puis il se passe rien, ils viennent plus. Et c'est aussi, je reprendrai ce que disait Marie-Christine sur la confiance, c'est-à-dire que vu en plus l'image qu'ont les politiques actuellement, c'est-à-dire que les gens pensent vraiment qu'on est là pour... c'est un métier comme un autre où on pense finalement à gagner des sous et puis qu'on ne s'occupe pas d'eux, qu'on est juste là pour gérer comme on gérerait un parc ou une entreprise, alors que c'est quand même pas ça, parce que vous avez fait lever la main tout à l'heure sur le nombre de réunions, la plupart des gens qui sont ici, qui font plein de réunions, c'est quand même du temps de loisir, de vie qui est perdu. Donc c'est quand même un investissement qui est fait, mais qui est finalement soit nié et qui est surtout qui est perdu parce que beaucoup de gens ont plus confiance. Et que la confiance, en fait, c'est comme la poussière, c'est-à-dire que ça s'accumule petit à petit et ça part d'un coup. Et le problème, il est que sur 6 ans, il y a souvent des choses qui se passent. Donc moi j'ai pu voir sur mon conseil de quartier où en ayant des réponses assez précises ou en partant hélas des questions un peu égoïstes des gens qui étaient sur le relogement ou des choses comme ça, petit à petit quand ils commencent à avoir confiance, on peut recommencer à travailler. C'est-à-dire que moi la dernière réunion que j'ai fait sur le relogement, on a commencé à parler du relogement avec Aliad et après on a parlé du quartier, alors que c'était pas prévu, mais parce que finalement les gens ont réinvesti le fait de pouvoir avoir des demandes et qu'il y ait une réponse dans un temps court, quoi. Donc je pense que le problème qu'on a, c'est sur les réponses qui sont faites, et je ne pense pas qu'elles doivent être toujours positives, mais aussi je pense qu'on a une réflexion à faire, parce que quand monsieur vous disiez il faudrait que les conseils de quartier puissent remettre en question ce que décident les élus, moi en tant qu'élu, ça me fait quand même bizarre d'entendre ça, même si j'aime beaucoup la démocratie, je me dis on réfléchit, on fait des équilibres, et après il faudrait encore tout revoir. Au fond, je pense que c'est pas stupide de réfléchir sur les remontées des habitants sur un projet qu'on peut avoir en tant qu'élu, même si c'est compliqué et si c'est désagréable. Mais je pense qu'on a un travail à faire, nous, sur notre pratique, en fait. Parce que voilà. Et c'est long et difficile. Merci beaucoup de votre témoignage. Et juste, je vais finir avec un dernier mot. Oui, parce que je voudrais laisser 2 conseils de quartier encore s'exprimer. Parce que ce que je trouve dommage, c'est monsieur disait il y a 69 000 habitants. Je pense qu'il y en a beaucoup qui voudraient dire des choses, mais qui ne viennent pas, soit parce qu'ils n'y croient pas, soit parce qu'ils n'y croient plus, en fait. Bah oui, mais ils ont l'opportunité d'avoir des conseils de quartier, justement. Oui, mais ils ont eu l'opportunité d'être déçus. Pas que, et c'est tout l'engagement des conseils de quartier qui sont là, c'est aussi de pouvoir faire avancer. Alors, monsieur, je crois que vous vouliez intervenir, et puis monsieur, et puis après, on revient. Bonjour, je m'appelle Miguel Miranda. Et je fais partie des conseils des quartiers depuis un bon moment. Moi, je ne vais pas dire est-ce qui va ou est-ce qui ne va pas. Je vais dire ce que j'ai vécu et ce que je vis tous les jours. C'est-à-dire, au début, et je vais citer quelque chose qui est très important, c'est le tram. Lorsqu'on a installé le tram à Vénissieux, nous, on discutait avec le Citral pour le tracé du tram, pour les arrêts, pour que ça soit bien partagé avec les besoins des gens, pas avec les besoins des aristocrates ou des bureaucrates. Et on a même réussi, parce qu'on nous avait enlevé un arrêt, on a réussi en discutant avec le Citral que cet arrêt soit effectif. C'est l'arrêt Vénissieux. Il était projeté le faire à l'auteur de l'URSSAF. Alors, on a dit non, le centre social est là, le cinéma est là, les commerces sont là, c'est là où ils viendront les gens, c'est pas à l'URSSAF. Alors, on a réussi à installer l'arrêt. Je cite ça parce que c'est le moment où le conseil des quartiers était consulté. Il était consulté sur les projets. Il n'était pas mis devant les faits accomplis. Je ne vais pas faire tout l'historique par à pas. Mais ça, c'est arrivé petit à petit. Petit à petit, on est arrivé avec différents présidentes du conseil des quartiers, dont Marie-Christine Bourrican n'en fait pas partie dans le sens que je parle, que le seul
la seule ambition qu'ils avaient, c'était se faire reconnaître en mairie, être reconnus pour être promotionnés, en oubliant le rôle qu'ils devaient jouer au quartier. Et malheureusement, ça fait beaucoup de mal aux gens, parce qu'il y avait des réunions où les gens venaient et on lui disait non, mais ça, on verra ça plus tard, on le verra plus tard. Mais les gens qui habitent, les gens qui vivent ça, c'est aujourd'hui qu'ils veulent voir ce qui se passe. Pas quand cette personne décidera de le dire. Elle parlait des rats. Ah non, mais il y a des campagnes. Ça, on ne s'en occupe pas. Oui, d'accord, il y a des campagnes, mais la campagne fait qu'il y a des rats et que nous subissons les conséquences. Discutons ça. Il y a le logement, il y a la propreté, il y a la sécurité, pour ne pas dire l'insécurité. Et tout ça, les présidentes successives, il y en a eu, ils sont renvoyés les habitants au lendemain pour pas dire autre chose. Et puis il y en a beaucoup comme moi qui ne connaissent pas le français pour s'exprimer correctement, à qui on disait « Mais attendez, vous viendrez avec quelqu'un d'autre, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. » Moi, ça me faisait mal quand j'entendais ça. Aujourd'hui, le conseil des quartiers actuel, je dirais, c'est un désastre. Le quartier où je habite et le conseil des quartiers dans lequel je milite, c'est un désastre. Et on appelle ça un conseil des quartiers parce qu'il faut l'appeler d'une façon quelconque. Mais il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de discussion. Quand il y a quelque chose, on vient, on nous raconte... Oui, ben, on a décidé de faire ça à la commune, et puis... Mais attendez, mais c'est ça que nous voulons. Non, mais je vais vous raconter ce qui est décidé. Je me suis accroché plusieurs fois avec cette présidente, c'est malheureux de le dire, mais qui ne correspond pas aux besoins du quartier, ni de la ville. Elle n'habite pas le quartier, déjà. Donc elle ne peut pas sentir ce qu'il y a dans le quartier. C'est pas possible. C'est pas pour autant qu'on n'a rien fait, on a essayé de faire. Je dis on a essayé, mais on n'a pas réussi. Nous avons des gros problèmes d'attirer l'intérêt des gens, mais de répondre à leurs besoins et pas à nos besoins. Quand quelqu'un vient, il dit « Ah ben moi, dans mon quartier, dans mon allée, je ne peux pas vivre parce qu'il y a des gens qui font la fête tout le temps. » Ah oui, mais ça, vous voyez la régie, nous, on ne s'en occupe pas. Non, on va s'en occuper. On va aller voir la régie, on va dialoguer, on va essayer de discuter. Ça fera plus de force que si c'est un habitant qui va seulement. C'est l'intérêt collectif, voilà. Il faut essayer de travailler à l'intérêt collectif. Je voudrais donner la parole à monsieur, pardon. Je m'arrête et je dis que pour que les gens ils viennent au conseil des quartiers, il faut être au service des gens et pas se servir des gens. Et ça, je le dis pleinement. Pardon. Non, moi, c'était plutôt une réflexion. Quand on parle des conseils de quartier et de la participation des gens, je pense que rien dans la société ne facilite les gens à participer. Parce que moi, j'habite dans un logement social, et les gens, les difficultés qu'ils ont, mais alors, ils sont à des kilomètres de certaines questions. Des kilomètres. Et eux, le souci qu'ils ont, c'est pas si on met des bancs ici ou si on met un machin là, des arbres là-bas, c'est comment ils vont finir le mois. C'est ça leur souci. Et je pense que, parce que moi, malheureusement, j'ai une longue expérience dans les conseils de quartier, ce qui a beaucoup complexifié les choses et qui est, à mon avis, négatif, c'est la métropole. Parce que alors, la métropole, pour faire des concertations de bidons, c'est des champions. Parce qu'on a vu avec le T10, hein, ils en ont fait des réunions, hein, et il y avait des films, et il y avait des flyers, et il y avait des machins, des catalogues, mais ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas tenu compte de ce que les gens disaient, ils n'ont pas mis une station ici parce que les gens voulaient, ou parce qu'ils ils ont fait comme ils ont voulu. D'ailleurs, et c'est un peu l'ADN des gens qui sont la majorité de la majorité à la métropole, ils disent, nous on est élus, on fait ce qu'on veut, après si les gens ne sont pas contents, ils ne nous rééliront pas et on verra.
Mais je pense que tout dans la société ne favorise pas la concertation. Un autre exemple, la numérisation. On numérise tout. On a des problèmes là avec la sécurité sociale, c'est numérisé. On a des problèmes avec les allocations familiales, c'est Amélie. Alors il faut avoir un compte Twitter, un compte machin, un compte truc. Les gens de mon âge, on n'y arrive pas, hein. Alors et puis là, on ne veut pas apprendre en plus. Là, on déborde malheureusement un peu du rôle du conseil de quartier, mais vous avez raison, c'est un problème qu'il faut évoquer. Laurence Boffet, vous avez eu la gentillesse de venir sur cette table ronde. On va vous laisser la parole puisque le Citral, c'est la métropole. Vous avez eu une interpellation sur ce sujet-là, mais plus généralement, on vous invitait aussi pour vous expliquer comment se passe ce rôle de concertation publique et de participation. Alors merci de me laisser parler à la fin. J'ai les épaules larges, hein, donc je vais essayer de répondre. Mais alors si vous me permettez, je vais le faire du coup en 2 temps, sachant que je suis un peu en impro, mais parce que j'ai écouté aussi, enfin j'essaye, on va voir. Donc je vais me permettre une première partie un peu politique, puisqu'on est entre nous, et puis certains d'entre vous, vous l'avez déjà fait, ce qui va expliquer aussi mon propos sur ce qu'on fait à la métropole, ou en tout cas comment moi je le conçois. Je crois déjà, et puis alors certaines choses, certains d'entre vous, puisqu'on s'est déjà croisés, hein, je l'ai déjà dit, donc vous ne serez pas surpris. Je pense qu'on est dans des institutions qui sont vieillissantes et qui ont été construites au XXe siècle, à une époque où la société, elle était organisée autrement. Et on est notamment dans une constitution de la Ve République, qui est d'ailleurs pas arrivée par des modes démocratiques ultra parfaits, hein, on s'en rappelle, mais quand même, qui est quand même la fille, d'une certaine façon, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où la société, elle était structurée sur différents grands corps de pouvoir que nous n'avons plus aujourd'hui. Et pour aller un peu vite, je vais en train de vous me laisser quelques minutes, hein, mais vous avez beaucoup parlé, qui étaient fondés notamment sur les élus, les institutions, les administrations fortes, mais aussi des syndicats au pluriel très forts, dans lesquels il y avait beaucoup de gens qui étaient représentés là-dedans, des associations très fortes, avec toutes sortes de choses, un corps associatif très important, et des partis politiques qu'on appelait à l'époque de masse. Je caricature un petit peu, mais quand même, la structuration des différents pouvoirs et d'où ils étaient tous quand même à des parts assez égales. Et je pense qu'une part de nos institutions très bureaucratiques, très fermées, avec une tentative de contrôle social, était là aussi parce qu'on avait d'autres grands leviers. Et des gens qui géraient la sécurité sociale, qui étaient capables d'aller mettre des millions de personnes dans la rue quand ça allait pas, etc., etc. Et par exemple, pour donner quelques exemples un peu concrets, puisqu'on a des anciens ici qui se rappellent de ça, il n'y avait pas besoin de faire tout un tas de choses sur les politiques de concertation. Beaucoup de choses étaient naturelles. Vous aviez cité le fait qu'on allait discuter du tracé de tram. Il y avait du monde. Des associations, par exemple, comme je pense à Renaissance du Vieux-Lyon. Il n'y avait pas besoin d'avoir des lois ou des conseils pour aller discuter de comment on allait sauver le Vieux-Lyon et travailler avec des bailleurs sociaux, des architectes, comment le refaire. Ça a été une bataille politique. Hein. Les élus n'étaient pas forcément d'accord. Mais tout ça se discutait, on a encore des photos de gens qui sont à discuter des plans, à faire tout ça, il n'y avait pas de réglementation pour ça. Les corps intermédiaires, comme on les appelle, ils étaient forts, ils étaient capables d'avoir du pouvoir. Et depuis quand même des dizaines d'années, ils sont attaqués, volontairement, par d'autres institutions, d'autres pouvoirs, et des bourgeoisies, certains l'ont dit, très fortement. Beaucoup moins de moyens sont mis sur les associations. Et pour faire le lien par rapport à la discussion de la table ronde précédente, c'est aussi pour ça que c'est difficile de mobiliser, d'avoir des volontaires. Et je ne parle même pas après des syndicats, même les syndicats, peut-être la réforme des retraites perdue fait quand même que ça a permis aux gens de se rendre compte quand même de leur importance. Donc il y a de nouveau des adhésions, c'est timide, mais voilà, c'est pas facile pour eux. Les partis politiques, on n'en parle même pas. Les partis de masse n'existent plus. On espère tous que ça... Mais voilà, non. Et nos associations, c'est pareil. Et en plus de ça, dans les quartiers populaires, dont vous faites partie, et je n'ai pas de mots péjoratifs derrière ça, c'est moins d'argent public que partout ailleurs sur les territoires. C'est moins de services publics, c'est moins de droits communs, c'est moins de choses. Donc... Voilà, dans la photo qu'on est là-dedans, elle est quand même pas facile. Et à partir de là,
On a aussi des politiques de concertation. Certaines lois sont d'ailleurs faites pour aider ça et étaient malgré tout en soutien, pour soutenir encore ces corps intermédiaires. La création des conseils de quartier, la création des SICA à Paris, Lyon, Marseille était un peu pour ça. La création des commissions des services publics locaux à la suite des scandales sur l'eau était pour obliger à ce que les associations puissent donner un avis sur les contrats de délégation de services publics qui étaient signés en catimini entre élus et grandes sociétés privées. Les conseils citoyens sont par exemple des instances qui ont normalement beaucoup de pouvoir. C'est les seules instances, ce n'est pas des conseils de quartier classiques, c'est les seules instances qui ont non seulement le droit, mais aussi normalement quelque part ont le devoir pour les administrations, y compris au niveau national, des grandes politiques nationales, de donner un avis, qui certes est consultatif, mais quand même l'avis est normalement obligatoire. C'est plus qu'un conseil de quartier, juste juridiquement, vous le savez, mais ça ne rend pas les choses plus faciles pour autant. Donc derrière ça, quand on fait de la politique de concertation comme moi ou de la démocratie participative, bah oui, je suis un peu d'accord avec vous, on est là un peu pour boucher les trous, faire en sorte que quand même les liens se refassent dans un contexte où les institutions normalement devraient changer. Et certains l'ont dit, dans une société qui a changé et qui s'atomise, c'est-à-dire on est un peu par petits bouts, où on a aussi beaucoup poussé la société de consommation, donc on devient tous des consommateurs. On ne disait pas avant qu'on était des bénéficiaires ou qu'on était même des usagers. Dans les années 70, pour les services publics, on était des acteurs des services publics. On n'était pas présenté comme on doit vous donner ça, mais c'était un peu dans les deux sens. Donc dans ce contexte-là, oui, moi je suis là pour essayer de retisser ces liens dans cette difficulté-là. Mon boulot à moi, du coup, si je refais le lien avec ce que je propose à la métropole, c'est de dire, les élus, ils doivent, et les administrations, doivent donner les règles du jeu dès la conception des choses qu'ils font. Ils doivent dire si c'est de l'info, s'ils laissent un peu de pouvoir, s'ils n'en laissent pas du tout. Donc c'est un peu ce que Joris a rappelé sur c'est de l'info, on consulte, en gros on vous demande la couleur des bancs, c'est l'habitude de ce que j'ai à dire, ou si on fait un peu plus, ou si on co-construit, ou si on co-décide des choses. Et on peut aller loin là-dedans, il y a des élus qui le font, il n'y a pas de souci. Moi ce que je leur demande c'est de dire vous assumez, si vous ne voulez pas trop que les gens décident, vous le dites dès le début. Et par contre il y a quelque chose que vous ne pouvez pas ne pas faire, c'est d'informer, et d'informer le plus possible. La deuxième chose du coup qu'on fait, c'est d'essayer de mettre cette information à disposition de tout le monde. Et là, ça rejoint aussi ce qui peut être le fait que ceux qui ne veulent pas s'inscrire dans ce type de dispositif classique, ils aient quand même accès à cette info, et à la limite, ils en font ce qu'ils en veulent. Et là, ça arrive, souvent. Et ça permet parfois, d'ailleurs, de remettre dans le débat public, dans la presse, dans des choses qui auparavant étaient un peu planquées par les élus, entre eux on essaye de faire et de s'arranger. Non, là cette fois-ci c'est public, très souvent c'est public. Et ce que je demande aussi, et ça c'est nouveau, c'est qu'on a toujours des bilans de concertation sur les aménagements, etc. Aujourd'hui ils sont publiés. Et ils sont publiés et faciles à trouver. Auparavant, ils étaient également publics, mais alors il fallait savoir comment le demander, à quel service, à quel courrier en recommandé il fallait appeler, voire appeler une institution pour vous le donner. Et le bilan, il a été fait que par des services, donc en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Là, souvent, il y a même des pré-bilans qui sont consultables avant. Et les fonctionnaires qui sont dans les services de la métropole, ce sont des gens qui sont convaincus par ce qu'ils font, ils écrivent et ils tiennent compte de ce qui s'est dit. Donc c'est pour ça que par exemple la plateforme que vous connaissez tous qui s'appelle jeparticipe.grandlyon.com, elle est aussi un des endroits où on trouve le plus de la communication sur tous les projets, même quand ils sont terminés. Et un autre point important, c'est que pour moi, et vous en faites partie dans les conseils de quartier, bah oui, c'est déjà très difficile de mobiliser la société dans laquelle elle est. Aujourd'hui, c'est plus de 60% des gens, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Donc dans ceux qui ne s'en fichent pas, il y a ceux qui sont très investis comme vous, il y a ceux qui sont très en colère, il y a ceux qui sont très pour. Enfin, après, on trouve tout un tas de choses, tout un tas de portions de gens qui s'en fichent pas. Mais la majorité s'en fiche aujourd'hui. On est plus replié sur sa famille, sur soi, etc. Donc, un autre point pour moi important, c'est qu'on tient compte de façon différenciée des contributions qui sont collectives. C'est-à-dire quand on me critique en disant « oui, mais moi, à ma pétition, j'ai eu 3000 répondants et sur la plateforme de participation, il n'y a eu que 2500 réponses. Ouais, mais j'en avais 150, elles étaient collectives. »
Il y a des conseils de quartier qui ont écrit 10 pages. Il y a l'ONG Truc qui a répondu. Il y a la commune machin qui a mis sa contribution aussi publiquement. C'est pas pareil. Donc ça, on en tient compte aussi dans les bilans. Et ça, c'est important parce que ça donne aussi la possibilité, parfois à des collectifs, j'ai pas besoin d'avoir une association gravée dans le marbre, de dire des choses et de l'avoir travaillé en amont comme ils voulaient. Et l'information, s'ils préfèrent la publier dans la presse ou faire leur propre réunion, libre à eux. Ça, le champ de la démocratie, il ne se passe pas qu'à la métropole, ou il ne se passe pas qu'à la commune, il se passe partout. Et pour moi, ce qui est important, c'est de remettre en jeu ça. Un autre point important, et ce n'est pas par projet, c'est de pouvoir proposer, et la métropole est pas mal placée finalement parfois, des grands débats, plus de société ou d'aménagement, par exemple sur tout ce qui est aménagement du territoire. On a fait des concertations sur le plan local d'urbanisme, ça c'est un truc techno, mais en gros, où est-ce qu'on construit? Où est-ce qu'on met plus de gens? Où est-ce qu'on met des transports publics? Où est-ce qu'on garde des terrains agricoles? Où est-ce qu'on... comment est-ce qu'on lutte contre la pollution de l'air, etc. La zone affaiblissement, petit débat quand même, hein. C'est pas mon préféré, mais quand même très important. Voilà, là on va pas trouver de consensus mou, hein. C'est pas possible. Mais par contre, c'est important, je pense, de rendre compte des débats des uns ou des autres, que les élus, quand ils tranchent une question, ils le justifient, et qu'à la limite, ils continuent de dire, ceux qui ne sont pas d'accord de le dire, que tout ça c'est public. Donc, ces grands débats, on en fait de plus en plus. Et parfois, ça aide, même sur certains territoires, des communes qui, à la limite, sont très clivées sur certaines questions. Parfois, même maintenant, demandent la métropole en disant « venez donc un peu en médiateur ». Pas facile, des fois, mais ça permet parfois d'arriver à faire ce lien. Ce que j'essaye aussi de mettre, et notamment dans les instances qui sont pérennes, nous, à la métropole, celle qui est pérenne, ce n'est pas le conseil de quartier, c'est quelque chose qui s'appelle le conseil de développement. Vous en êtes membre, de droit potentiellement, si vous le souhaitez d'ailleurs. On a instauré notamment le droit d'interpellation. Enfin, Joris le connaît, parce qu'on l'avait fait aussi dans le premier arrondissement. Donc c'est un droit qui est plutôt de dire, voilà, est-ce que je peux avoir des habitants ou des assos ou des structures qui viennent en conseil métropolitain devant les élus, poser une question qu'ils ont bossé et arbitré collectivement avant, et la réponse, la question est publique, la réponse est publique, et éventuellement elle est de tous les groupes politiques. Comme ça on sait à quoi s'en tenir. Un autre élément que j'essaye d'instaurer aussi, c'est ce que j'appelle moi le droit de suite. C'est-à-dire même quand un projet d'aménagement il est en cours, qu'on a l'impression que tout est décidé, non, les habitantes et les habitants, ils doivent pouvoir continuer de donner leur avis, continuer peut-être de le faire évoluer, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de développer. Et puis, enfin, moi, j'essaye petit à petit de m'attaquer à d'autres administrations ou à d'autres... par exemple, de plus en plus, on fait des choses avec les bailleurs sociaux. Ce n'est pas leur fibre de départ, mais quand même. Mais aussi parfois des entreprises privées. Par exemple, sur Pardieu, on fait des visites maintenant avec des aménageurs privés, sur des terrains privés, parce que les gens nous disent « ouais, mais quand même, moi j'aimerais bien discuter, mais comment on fait ?» Ça reste quand même une bataille, tout ça. Et puis, pour ce qui est du Citral, alors le Citral avait des très mauvaises habitudes quand même, depuis des très mauvaises habitudes, le Citral. Là, maintenant, on a une équipe dédiée à ces réponses-là. De façon générale, sur tous les sujets qui abordent un quartier, je pense que ce n'est pas aux habitants de savoir si c'est à la ville, si c'est au Citral, si c'est à la métropole. En fait, c'est aux élus de faire ce tri et de s'assurer, y compris ceux du Citral, que vous ayez des réponses. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est peut-être non la réponse, mais il faut la justifier, il faut l'éclairer, peut-être se dire mais on pourra se donner du temps et donc il faudra revenir dessus dans quelques temps, etc., etc. Et de plus en plus dans les bilans, quand les communes sont d'accord et quand aussi d'autres instances comme le Citral ou les bailleurs sont d'accord, on intègre dans les réponses ça. C'est-à-dire la réponse de la commune, c'est pas à moi de la faire, évidemment. Mais si de plus en plus on accepte d'avoir des publications un peu générales, d'avoir un point de vue un peu général sur ça. Et un dernier point sur lequel je voulais... deux derniers points. Donc vous aurez compris que pour moi, en tant que bénévole, vous passez beaucoup de temps à venir dans des réunions, c'est important de respecter ça. Et même quand on me fait la critique, oui, mais il y a des biais, vous ne représentez pas tout le monde, je dis oui, mais ils sont quand même déjà venus. Donc déjà, merci. Et voilà, j'aimerais pouvoir défrayer tout le monde, c'est pas facile.
Mais comme vous savez comme moi que ce n'est pas suffisant, c'est pour ça qu'on a aussi d'autres actions qu'on fait, d'aller faire du porte-à-porte, d'aller faire des études de terrain. Par exemple, on se sert aussi beaucoup des questionnaires qu'on met en ligne, un peu des votations, on en fait très souvent, mais ce n'est pas juste en ligne et en numérique. On a aussi des équipes qui s'en servent pour aller faire répondre les jeunes, les actifs, pour essayer d'avoir le plus de variété possible dans les réponses, d'aller chercher les gens qui ne sont pas très intéressés au départ. Ça, c'est un point très important, de démultiplier ça. Et pour vous, conseil de quartier, vous le faites aussi, mais moi, je dois mettre les moyens pour faire ça. Je ne dis pas qu'on y arrive, mais j'ai une obligation de moyens. C'est souvent ce que je vous ai dit dans d'autres réunions. La métropole, on a une obligation de moyens d'essayer de faire le plus possible dans un cadre où ce n'est pas parfait. On subit aussi la question de la société. Comme quand on demande à l'école de tout résoudre, je ne peux pas tout résoudre. Donc il n'y a pas de dispositif parfait, mais je me dois de me donner les moyens de. Et un dernier point, vous aviez cité Tout2Go, etc., parce que j'ai aussi la casquette relations usagers. Là, la métropole a du retard parce que son institution avant, vous parliez du Grand Lyon, le Grand Lyon c'était quelque chose d'un peu plutôt les services mutualisés des communes. Donc ils n'avaient pas trop l'habitude de traiter en direct avec les habitantes et les habitants, et ça il faut que ça change. Et même quand l'interlocuteur est une commune, ce qui est le cas là, le service doit être rendu. Et donc, Tout2Go, j'espère un jour changer le nom parce que, franchement, passons. Ça, c'est encore une petite bataille interne à la métropole. Mais il y a quelque chose quand même que je dois dire est assez performant, c'est le système des réclamations. Là, on a un service à la métropole où vraiment, on a des fonctionnaires, des agents qui sont des agents d'expérience dans un service qui s'appelle le Gréco. Et qui fait le lien avec tous les autres services techniques de la métropole et qui est très réactif. Nos temps de réponse sont quand même assez rapides pour des fois des questions complexes. Quand on a des problèmes, par exemple, d'un encombrant avec des habitants qui ont choisi le coin de quartier entre la rue Machin et la rue Truc pour aller déposer leurs choses, et qu'on a l'impression que le tas se vide pas, mais qu'après, moi, je peux vous dire que vous avez des agents qui passent en réalité tous les jours, mais c'est comme Sisyphe, ça se re-remplit direct, parce qu'on n'a pas bien envie d'aller à la déchetterie. Même quand on met les solutions qu'on a mis en place, de vous appeler et on vient chez vous chercher vos encombrants, et que ça marche pas malgré tout, mais voilà, ça c'est des infos qu'on peut donner. De la même manière, si vous manque une poubelle, c'est en quelques jours c'est fait. Donc, et c'est même quelques minutes ou quelques heures maxi sur les alertes gaz, tout ça, on a vraiment des gens derrière où ça répond. Et n'hésitez pas à utiliser ça, mais c'est qu'une petite goutte d'eau là sur la relation usagée. Et puis, n'oubliez pas, à la métropole, c'est aussi les services sociaux. C'est des millions d'appels par jour, c'est des millions d'appels par an, pardon, mais c'est vraiment aussi des services qui sont sur le pont tous les jours, et vous en avez beaucoup à Vénissieux, et même s'ils sont très malmenés par les moyens qu'on leur enlève, ils sont tous très volontaires à essayer de le faire, à essayer de faire mieux, et de plus en plus on réfléchit, on l'a fait par la première session des rencontres métropolitaines, à présenter ces métiers dont vous n'avez pas forcément conscience, mais qui sont de votre quotidien. Et donc on va essayer de le faire de plus en plus et qui viennent vous voir dans les quartiers en bas de chez vous pour se présenter, pour qu'il y ait un dialogue qui soit un peu indépendant du jour où c'est la merde et où on a envie de la réponse tout de suite, mais peut-être dans des moments un peu plus de recul où on peut se présenter les uns les autres et se comprendre mieux sur ces questions-là. Je n'ai pas répondu à tout, je le sais, mais bon, je ne vais pas être trop longue non plus. Donc, Ce que je vous propose, Laurence Boffet, c'est peut-être hors débat public, s'il y a des personnes qui veulent vous rencontrer, évidemment, n'hésitez pas. J'avais promis qu'on terminerait à 20h, ce qui va être le cas. Valérie Talby, je voudrais faire une mini-conclusion pour dire quand même qu'il y a des outils qui existent, des outils de participation citoyenne qui existent, qui sont certes perfectibles, mais qui ont le mérite d'exister. Et surtout, moi, et c'est le message positif que je veux retenir de ces interventions, il y a des gens qui sont passionnés et qui défendent leur territoire, qui sont tous là dans la salle. Donc, c'est quand même une grande majorité d'entre vous. Donc bravo à vous toutes et à vous tous pour la passion que vous mettez dans votre quartier, la défense de votre quartier, la défense de votre territoire. Et c'est, je crois, le plus important de retenir. Vous voulez dire un mot, Laurence ? Mais pour faire une toute petite conclusion par rapport à tout ce qu'on s'est dit, et puis
nos idées de commun, nos idées d'intérêt général sont quand même encore majoritaires dans la société. Il faut qu'on se le redise. Alors on ne met pas forcément des mots politiques dessus. On ne met pas forcément le mot gauche, le mot... Enfin voilà. Quand même, ça, c'est majoritaire dans la société. Et donc je voulais aussi vous redire dans toutes ces choses où des fois on s'est dit des choses pas très plaisantes, qu'on a ce pouvoir-là encore. On a du pouvoir. Il ne faut pas le perdre de vue. Donc si ma conclusion là, c'est pas forcément moi qui détiens en tant qu'élu le pouvoir, on l'a toutes et tous, parce que nous sommes encore majoritaires sur ces idées progressistes. Je ne sais pas quel mot on peut mettre. Je ne veux pas dire de gros mots, même si j'en assume plein. Donc on se le dira en aparté si vous voulez. Mais faut qu'on défende ça. Et un moyen de peut-être le défendre, c'est de se serrer les coudes parfois. Voilà, juste ça que je peux dire, que ce soit dans une asso, dans un conseil de quartier ou dans les élus qui défendent ça. Les élus aussi, on est souvent bénévoles. Alors en partie, moi, je ne vais pas me plaindre, j'ai une indemnité conséquente, mais pour beaucoup d'élus locaux, c'est aussi un travail pas loin du bénévolat. Donc voilà, réhabiliter ça aussi un peu, si on peut. La conclusion est à vous. Eh ben, la conclusion, elle est qu'on doit travailler ensemble avec la métropole. Pardon ? Oh, qui c'est qui a dit non ? Non, ah ben alors c'est pas toi. Fais-moi au passage, Claude, quand même. Alors si, on doit travailler ensemble, comme on doit travailler ensemble avec les habitants, comme on doit travailler ensemble avec les délégués, avec les élus, on a une ville qui est ouverte, on peut discuter, on peut parler de plein de choses, jamais on nous dit maintenant vous n'avez pas le droit de parler de ça. Donc il y a un moment, voilà, il faut qu'on le reconnaisse quand même. Alors là quoi ? Ah oui, les âgés. Oh ben Madame Beauf, voilà, les âgés. Alors il n'y a qu'une chose que je vous reprocherai un petit peu, simplement, c'est si vous pouvez venir dans quelques âgés. Parce que c'est vrai que, voilà, on a souvent les bailleurs, on a souvent... Invitez-moi, hein. Voilà. Je vous invite. Oui, bah... Le après, 4, le 5, on vous invite. Je suis sur un territoire où il y a 59 communes et je viens souvent à Vénissieux. Mais on se cale que j'en fais au moins une, promis. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, on va vous inviter, comme ça vous serez présente. Et c'est vrai que non, on doit travailler tous ensemble et on a besoin de tout le monde. Et ce n'est pas la peine de se déchirer de tout ça. Il faut qu'on soit ensemble. Avançons ensemble. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde d'être présent ce soir. Merci à tous.